cette fausse croyance que le monde vont te juger. Premièrement, le monde s'en fout de toi énormément. 100%. Ça l'avait pas. Un an plus tard, on a perdu 124 000 $. Ça, j'en parle énormément de cette histoire-là. Puis j'ai perdu énormément d'argent. J'ai fait ça temps plein pendant que j'allais à l'université le soir. Fait que j'avais pas d'argent rentrant, là. J'ai par défaut, quand j'ai réalisé ce processus-là, c'est là que j'ai compris que, tu sais, moi, je veux maintenir cette marque-là avec moi. Fait que j'ai toujours gardé une communication avec... on me l'a donné exactement à mes termes. Puis il fallait même pas que j'essaye de le vendre. Fait que j'avais tellement bien vendu mon personal branding qu'on m'a acheté. Moi, quelque chose que j'ai appris, puis ça, c'est grâce à un de mes anciens jobs, c'est que eux autres, tu pouvais pas prendre le nom, il fallait que tu refutes. Bâtissez des relations. Ne brûlez pas des ponts juste pour essayer de faire 2000 $. Guys, je lance officiellement mon nouveau blueprint, c'est comment monétiser votre contenu quand vous êtes un créateur de contenu ou un artiste. Regardez. What's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, et aujourd'hui, on a un deuxième épisode avec notre cher technicien Santiago derrière la caméra. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un travail d'équipe. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière en train de faire les choses que vous ne voyez pas devant. Puis, c'est toujours mon plaisir de vraiment avoir ces conversations. Fait aujourd'hui, ça va être un one-on-one avec Santiago El Chicano. Ça, c'est l'homme, c'est la recrue de l'année, je vais vous dire. On va faire des awards. Recrue de l'année, je dis déjà. ça serait nice de faire des awards. Non, je pense que ça s'en vient, les Black Box Awards. On est rendu là, on peut se permettre. Ouais, on a bâti un bon crew où est-ce qu'on peut se permettre de faire des mini Black Box Awards. Ça serait vraiment intéressant. Puis tu sais quoi? Les sponsors vont être contents derrière ça. Yes. Puis en parlant de sponsors, guys, je vais juste donner un gros shout-out du nom Yellow Sea Podcast, de la communauté, à nos chers sponsors qui nous encouragent, qui sont là en train de nous backer. Parce que c'est un travail d'équipe, comme je vous ai dit. Oui, on est capable d'écrire du contenu, mais il va y avoir un ensemble de parties qui vont venir gérer ça. Autant l'équipe Black Box, on va avoir Santiago qui est technicien Black Box, mais aussi on a des partenaires, commanditaires qui viennent aussi nous mettre de l'essence à la machine. Fait que le premier, comme vous savez déjà, boum, Shop Santé. Guys, est-ce que vous avez vu ma routine de tous les jours? À chaque jour, on est au gym. Puis quand je dis on, c'est moi et toi. On est au gym, on se réveille. La première chose qu'on fait, on s'occupe de soi-même. Puis ça, c'est ce que j'ai compris en business. C'est que si tu veux avoir du succès en business, dans ta famille, avec tes amis, dans tout ce que tu fais, il faut que ta santé soit top shape. Puis moi, quand j'ai réalisé que je l'ai négligé, c'est là que j'ai commencé à perdre. Puis quand j'ai compris que non, la vraie clé du succès d'un entrepreneur est sur sa santé, autant physique, mentale, spirituelle, puis j'en parle énormément, bien, c'est là que j'ai commencé à gagner de plus en plus. Puis mon partenaire, fier ambassadeur, Shop Santé, mais c'est exactement ça qu'on veut faire, encourager une meilleure balance de vie. Comme moi, je me réveille tous les matins, première chose que je fais, je pop un pre-workout, je pop la créatine, je pop du EAA, comme on peut en avoir ici, boum! Un EAA, moi j'adore ce produit-là. Après ça, je m'en vais au gym, 1 heure, on fait un muscle par jour. Je reviens à la maison, oublie ça, je suis top shape. J'ai comme pas de besoin de rien d'autre. Je reviens, il est déjà genre 6h, 6h30. En ce moment, il fait noir, puis on carbure. Ensuite de ça, on commence avec des protéines, on continue. Donc ça, c'est vraiment la routine de tous les jours. Avant de même dormir, j'ai commencé à prendre la mélatonine. D'autres suppléments aussi pour m'aider à avoir un meilleur sommeil. Vu qu'on se réveille tôt, ben on se couche tôt. Donc, tout ça avec les suppléments Shop Santé, puis je suis fier de vous annoncer que du moment que vous faites cette conversion vers vraiment un meilleur mode de vie pour votre santé, vous allez voir que tout va changer, vous allez commencer à gagner, puis ça commence chez Shop Santé, fier partenaire avec 37 succursales partout au Québec. Guys, allez magasiner en ligne, sinon présentez-vous dans un des magasins. Donc, moi, je tiens à dire que ça fait quand même un bout que mon frère s'est changé à Shop Santé. Pour vrai? Mon frère, c'est un gros gars de gym, puis depuis que je lui ai donné le code, lui, c'est vraiment juste Shop Santé.
That's it. Yeah, yo. Puis, quand j'ai reçu Sébastien Gobet, un des cofondateurs de Shop Santé, par exemple, j'ai aimé vraiment qu'est-ce qu'il a dit par rapport à c'est quoi Shop Santé comparé à tous les autres magasins de suppléments. Shop Santé, c'est le magasin de suppléments pour monsieur, madame, tout le monde. Dans le fond, ils veulent faire ça accessible à tout le monde, dans le sens que tu rentres là, c'est pas comme un tabou, c'est pas comme tout le monde est musclé puis c'est intimidant là parce que il faut que tu sois genre un powerlifter pour aller dans un magasin de suppléments. Non, au contraire, c'est des personnes comme vous, papa, maman, un étudiant, quelqu'un qui travaille dans n'importe quel job, qui veut avoir vraiment ce mode de vie-là, ben ça va au Shop Santé. Puis tout est accessible, il y a tellement de choix, les produits maison. Attendez, je vais vous en montrer un ici. La marque maison de Shop Santé, le magnésium. Regarde, magnésium, pourquoi tu prends du magnésium? Pour bien dormir. Ça aide à dormir. Moi, j'en ai tellement appris. Fait à chaque fois que je vois un nouveau produit, je commence à Google, puis je fais mes recherches. C'est quoi ce produit-là? C'est quoi que ça fait dans la vie? Puis il y a tellement de choses que, tu sais, je me rends compte que, wow, avoir pris beaucoup de ces produits-là avant, je pense que j'aurais été en avance sur vraiment une meilleure perspective de vie. Donc, c'est ça que je veux encourager. C'est quelque chose d'intéressant ce que tu dis parce que au jour d'aujourd'hui, surtout ma génération, on est très focus sur le fait de vouloir être famous, vouloir avoir des numéros, vouloir être reconnu comme quelqu'un. Puis souvent, pour être rendu là, il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Il faut avoir un esprit de vouloir créer quelque chose. Puis souvent, on a une très mauvaise santé. On ne fait pas attention à nous, on ne fait pas attention à notre corps, on ne fait pas attention à notre sommeil. Fait que moi, je tiens à dire, les jeunes de mon âge, moi j'ai 20 ans, consommez Shop Santé, ayez une bonne santé, parce que tout ça, vous allez en avoir besoin. Le sommeil est très, très, très important pour être un bon entrepreneur. Vous avez compris, guys? Pour Latino Gang Gang, Shop Salud. Fait que yo, Shop Santé pour les Latinos, let's go. J'ai un autre partenaire que, tu sais, je suis fier, puis on est tellement content de les avoir ici au Black Box. Même le fait qu'ils existent, on a notre cher Salvatore. Salvatore. Je sais que ça va sonner un peu bizarre, on passe de produits de supplément à pizzeria. Mais tu sais quoi? Être en santé, c'est aussi vraiment se gâter. Moi, si je dois manger quelque chose qui peut considérer junk food, c'est de la pizza. Je mange pas de burger à l'extérieur, je mange pas de... Il y a beaucoup de choses que je mange pas à l'extérieur dans la rue. C'est rare que tu vas me voir dans un fast-food. J'aime mieux mourir de faim puis attendre d'arriver chez nous, me faire quelque chose maison, un riz avec des œufs. C'est juste ça que je mange de toute façon. Ça, c'est les Latinos. Ouais, ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu es entrepreneur. Mais sinon, on se gâte avec la pizza. Puis Salvatore, regardez, c'est vraiment ce comfort food-là. Je suis content d'en avoir un à côté parce qu'on le reçoit, c'est frais, c'est bon. Dernièrement, j'ai commandé la pizza pepperoni avec des pepperoni style New York. C'était super bon. C'était différent. Puis aussi le style de pepperoni. Des fois, il y a des pepperoni, là. On néglige ça, là. Mais quand tu prends un bon pepperoni de qualité, ça se sent dans la pizza. Puis les autres, j'ai remarqué cette version-là, la version New York, elle est cool. J'ai pris aussi la toute garnie. Oh, ça, c'était bon. Toute garnie, c'est vraiment bon. Ça, là, était bonne. J'ai essayé la poutine, puis pendant que je la mangeais, je suis comme, damn, j'aurais dû prendre un format familial. Puis la meilleure chose de tout ça, je pense que c'est une compagnie... C'est québécois. Ici, québécois, non? Ouais, c'est québécois. Fait que, guys, comme nous autres, regardez, tous les vendredis, on mange du Salvatore. Et vous aussi, à partir de maintenant, vous allez manger du Salvatore tous les vendredis. Utilisez le code promo YSP pour recevoir 10% une fois que vous commandez en ligne sur l'application ou sur le site web salvatore.com. Allez pas sur Uber Eats. Je vais être clair, allez pas sur Uber Eats. Le code promo ne fonctionne pas et on ne veut pas encourager une compagnie tiers partie. On va directement à la source. Et vous savez quoi? Si vous utilisez le code promo YSP puis je vous vois l'utiliser, je pense que je vais faire un giveaway de pizza qui va être le gagnant pour le mois de novembre qui va se gagner un repas familial Salvatore sur YSP. Donc, restez à l'écoute.
Donc, ça, c'est un deuxième partenaire que je suis encore là. Je suis fier d'avoir ici. C'est grâce à des partenaires qu'on est capable de fonctionner ce game-là de médias, de création de contenu. Puis, on va tout parler de c'est quoi l'ensemble, où est-ce que ça s'en va, parce que ça fait 4 ans qu'on fait ça. Un autre partenaire que je dois donner un gros shout-out, je le cache en ce moment, mais shout-out au barber. La chasse est encore clean. La chasse est encore clean. Angelo Prestige, regardez ce dude-là, il fait ça depuis genre 15 ans et plus. Il fait à domicile, non? Ouais. Si j'ai bien compris. Tous les lundis, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer. Il va se déplacer pour vous. Que ce soit à votre job, que ce soit à domicile, peu importe où est-ce que vous voulez. Angelo se déplace tous les lundis pour s'occuper de vous. Je sais que dernièrement, il y avait un mandat aussi que c'était dans un concessionnaire de voitures. Fait que je pense que c'était en Anjou, si je ne me trompe pas. Fait que boum, ça va là. Faire des chasses à tous les vendeurs lundi matin. Comme ça, tous les vendeurs ont une chasse très clean pour le reste de la semaine. Donc, si vous êtes en vente, vous avez besoin d'une chasse parce que le monde va vous juger basé sur la coupe que vous avez. Croyez-moi que vous allez vendre beaucoup plus si votre chasse est on point. Puis si vous êtes un bon vendeur, vous n'avez pas le temps de vous déplacer à un barber. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez Angelo Prestige. Angelo Prestige s'en vient vers vous. Le lundi matin, faites la chasse. Vous êtes bon pour le reste de la semaine. Peut-être faites une retouche pour samedi matin. Comme ça, vous savez, quand vous allez souper avec votre femme, vos amis, n'importe où, samedi soir, vous êtes en point et vous êtes en train de closer encore. Première impression. Une première bonne impression, c'est toujours important. Mais oui. Yo, il y a combien de monde qui te juge sur la première bonne impression? Tes souliers peuvent être sales, mais si ta chasse est ton point, tu viens de te sauver des points. Yes. Mais si tes souliers sont sales et ta chasse est crasse, oublie ça, là. C'est parce que tu n'as pas appelé Angelo. Let's go. Donc, c'est nos fiers partenaires du Yellow Sea Podcast. On veut encourager aussi nos autres partenaires aussi qui sont toujours là, les Day One. Rosemont, la distillerie de Montréal. Vous savez déjà aller à la SAC, aller encourager les alcools spiritueux qui sont ici faits à Montréal. Rosemont et Yellow Sea Podcast, c'est une histoire d'amour de longue date. Ça fait 4 ans. Aussi longtemps que Yellow Sea existe, c'est aussi longtemps que Rosemont, que la relation Rosemont, elle existe. Puis, comme je vous dis, on va parler de c'est quoi, genre, comment monétiser, comment réussir comme créateur de contenu. Puis, c'est parce que j'ai créé des liens. Tu sais, je viens de vous nommer 4 brands en ce moment. Shop Santé, Salvatore, Rosemont, Angelo. Ça, c'est 4 brands dans lesquels j'ai bâti des relations. Puis, à cause de ces relations-là, aujourd'hui, on est capable d'être positif, encore présent. Puis, les struggles qu'on a en ce moment, c'est qu'on manque de temps. Si j'aurais plus de temps, je ferais plus de contenu. Puis, si on ferait plus de contenu, l'équipe serait plus grosse. Fait que c'est pour ça qu'on est à la recherche d'autres sponsors qui venaient encourager. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi en DM, guys, si vous avez un intérêt de venir vous annoncer ici chez Yellow Sea Podcast. Donc, on a une communauté d'entrepreneurs, mais aussi beaucoup de personnes qui aspirent à devenir entrepreneurs, comme des travailleurs autonomes, du monde indépendant. Il y a beaucoup de monde qui ont aussi des 9 à 5 dans notre communauté. Pas parce que ils ne sont pas capables de faire le tremplin, mais aussi parce qu'ils adorent voir vraiment qu'est-ce qu'on est en train d'amener à la table. Tu sais, découvrir des nouvelles personnes qui peuvent vous amener une valeur ajoutée. Tu sais, il n'y a rien de mauvais à le 9 à 5, mais merci à vous tous, tu sais, merci à toute la communauté. Donc, si vous voulez venir vous annoncer ici, c'est le spot parce qu'on a une communauté qui est super engageante. Et pour ceux qui nous suivent, puis vous n'êtes pas encore au programme, n'oubliez pas d'aller vous subscribe au YouTube, au Instagram, au Facebook, au TikTok, sur Spotify, sur Apple, on est partout. Puis tu sais quoi? Prochainement, on m'a parlé de... Je devrais ouvrir sur Rumble puis Twitch. Ouais. Ça, c'est les prochaines plateformes que je vais aller chercher. Ouais. Puis peut-être que ça va permettre d'avoir un nouveau contexte. Qu'est-ce que tu sais, toi, de Twitch? Twitch, une très belle plateforme. Une plateforme qui est quand même assez, explosé depuis un certain temps, mais les gens ne voyaient pas tellement le potentiel. Parce que, comme toute plateforme, au début, quand tu commences, c'est sûr qu'on ne te paye pas le meilleur. Mais Twitch, c'est une plateforme super intéressante. La création de contenu, elle est simple. Mais c'est sûr que faut mettre du temps dessus. C'est pas des chiffres qui vont arriver du jour au lendemain. Comme toute plateforme, il faut que tu mettes du temps. Il faut que tu cherches des stratégies, puis il faut que tu aies du bon sommeil, parce que sinon,
Ça va vraiment juste pas marcher. Ah ouais? Ouais. Twitch, es-tu plus orienté vers du live? Ouais, ben Twitch, dans le fond, c'est une plateforme pour faire du stream. Pour faire du stream, comme les streams qu'ils font sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais c'est plus... moi, je vois beaucoup plus de gamers sur Twitch. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des créateurs de contenu. Comme la dernière fois, on a eu un créateur ici qui est venu... je pense que c'était un gars qui était passé à OD, qui fait des streams maintenant et qui stream toute sa vie. Comment il s'appelle? C'est quelque chose de Sensei. Je sais pas. Je pourrais pas savoir. C'est ça. Mais lui, dans le fond, il est venu, puis il est venu déjà en train de stream. Ah ouais? Il est venu, il est rentré dans le Blablox, il était en train de stream, il a juste posé son trépied, puis on a fait le podcast comme si de rien n'était. Oh shit, C'était ok. super intéressant. Super Mais intéressant. dans le fond, il faut que tu sois ouvert à exposer, genre, une bonne majorité de ta vie. Mais ça dépend aussi le type de stream que tu fais. C'est pas vraiment juste comme tu fais du gaming, puis ça s'arrête là. C'est comme toute plateforme, il faut que tu cherches d'autres stratégies, puis d'autres types de contenus. Intéressant. Ben, je pense que, tu sais, depuis un bout de temps, je suis en train de réfléchir beaucoup, tu sais, vraiment à possiblement faire un rebranding. Ouais, je viens de le dire. J'ai des idées peut-être de faire un rebranding, un genre de rebranding, je sais pas c'est quoi, mais vous allez voir comment le concrétiser. Ça risque de se passer en 2025 surtout. On a publié du contenu à chaque semaine depuis 4 ans. C'est quand même fou. C'est fou. Publier du contenu pendant 4 ans, je te dis, c'est pas n'importe qui peut faire du contenu pendant 4 ans. C'est fou. C'est. Je pense même pas. Je pense même pas que j'ai pris de vacances. Même pendant la pandémie, où est-ce que tu n'avais pas le droit d'interagir avec des gens, on a quand même fait des podcasts en personne. Puis je me souviens, je faisais des tests de nez à tout le monde. Mais dis-moi, c'est quoi les stratégies que tu as utilisées pour pouvoir te développer, justement, par exemple, en temps de pandémie? C'est quoi les réflexions que tu as faites qui t'ont amené à, justement, créer, par exemple, une maison de production? Ou c'est quoi vraiment comme ce qui t'a amené à pas lâcher durant la pandémie, justement? OK, gars, je vais t'en donner 2. Tu vas comprendre. Je vais vous expliquer comment je suis allé chercher Rosemont la première fois. Puis après, je réponds à tes autres questions. Quand on a commencé le podcast, on avait un segment qui était genre la promotion d'un produit local. Donc, essentiellement, le Yellow Sea Podcast, au début, c'était dans le but de faire la promotion d'une entreprise locale dans laquelle on pouvait peut-être lui donner la promotion puis vous encourager à aller magasiner chez eux. Vu que l'économie allait mal à cause de la pandémie, on s'est dit, si on fait de la promotion pour quelqu'un d'autre, ça va permettre vraiment de, encourager l'économie locale. Fait qu'on avait un segment dès le début qu'on faisait la découverte d'un produit local, puis étant alcoolique, on s'est toujours tourné vers la SAQ. Fait que c'est là qu'on a commencé à déguster tout plein de genres de rhum, de vodka, de gin. Puis c'était là qu'on remarquait que Rosemont revenait à chaque fois. Fait qu'on était rendu peut-être à un 3e, 4e segment. Puis comme, à un moment donné, je regarde la bouteille, je suis comme, encore Rosemont? Comme, ça fait plusieurs fois qu'on est en train de déguster des spiritueux qui viennent de Rosemont, la même place. Fait que, si vous vous souvenez, il y a eu en octobre, je pense que 2020, la première... c'est quand ils ont décidé de juste fermer toute... Je pense que c'était en 2020, début 2021. Ouais. Je me rappelle, moi, c'était en mars, là. On s'en allait jouer les régionaux pour la RSEQ. Puis le jour même qu'on jouait ce match-là, le jour d'après, ils nous ont dit comme vous n'allez pas pouvoir, comme même si vous gagnez, vous n'allez pas pouvoir faire les régionaux vu qu'on rentre en pandémie. Fait que là, ouais, ça doit tourner autour de mars 2021. Fait en octobre, c'était la première. Comment c'est quoi? Tu vois, j'ai un mot, j'ai une perte de mots. En tout cas, quand on pouvait pas sortir en octobre, fait que j'ai décidé de faire un genre de programmation parce qu'on nous a dit que pour les prochains 28 jours, le Québec était dans le rouge, donc personne ne sort. Tu ne pouvais pas sortir dans le fond. Fait que je me suis dit, tu sais quoi? Je me suis mis une liste de 28 personnes que j'allais interviewer genre 10 minutes.
Puis ça allait être en ligne, un genre de Zoom. Puis pendant 28 jours, j'allais drop un nouveau segment à chaque jour. Une nouvelle conversation de 10 minutes à chaque jour. Et ça, c'était en plus qu'on faisait le podcast une fois par semaine. Fait que quand j'ai mis ma liste de 28 personnes que j'allais interviewer, fait qu'on était encore dans le début, j'avais calculé aussi le nombre de followers que chaque personne avait, puis combien de personnes au total, genre de followers au total que tout le monde possède, puis que j'allais avoir le potentiel accès de paraître dans leur écran, hein, vu que quand tu interviews quelqu'un, la personne va repartager, fait que par défaut, tu rentres dans son réseau. J'ai présenté ça à Rosemont, j'aurais dit comme, hey, regarde, ça fait déjà 4 fois qu'on vous déguste, on adore votre produit. Puis maintenant, je suis en train de travailler ce programme-là. Pendant 28 jours, je drop 28 vidéos, un par jour. Puis je leur ai dit à peu près c'est quoi les statistiques derrière, que ça allait, les retombées statistiques de visionnement, puis ainsi de suite. Puis eux autres étaient dans un début aussi où est-ce que la marque commençait à sortir. Fait qu'ils ont accepté mon deal. Puis c'est un deal quand même assez gourmand, je pourrais dire, parce que je me souviens au téléphone, quand je lui ai dit qu'est-ce que je recherchais, il était comme non. Je ne suis pas intéressé. Puis, étant le vendeur que je suis, j'ai quand même réfuté, puis j'ai donné mes arguments pourquoi ça serait une excellente idée, puis il a finalement pas accepté. Puis, en octobre 2020, quand il a accepté mon deal, dites-vous que c'était le premier de plusieurs autres deals que Rosemont et elle aussi faisaient ensemble. Fait que ça a été vraiment le début où est-ce que comment Rosemont est venu à travailler avec nous parce qu'ils nous ont donné, regardez, je vais vous donner les termes, ils nous ont checké 3 caisses de 12 d'alcool. Nice. Fait que si, par exemple, si tu peux mettre ça dans des mots un peu plus courts, ce que tu as fait, c'est que tu as visé un marché et ensuite tu l'as examiné ou, par exemple, tu l'as examiné en premier et après ça, tu l'as visé? Moi, j'ai trouvé un produit puis après, j'ai analysé le marché. OK. Fait que vu qu'on a vu un produit, j'ai vu que j'aimais ce produit-là, fait que j'avais déjà créé une affinité puis une appréciation pour ce produit-là. Je trouvais que c'était juste fair que j'approche la marque puis je leur dis comme j'adore votre produit, on en parle souvent, puis je l'ai déjà consommé, je l'ai acheté, j'ai dépensé de mes poches pour vous consommer et non aller cogner à la porte pour que tu me donnes des produits gratuits. Très important ce que je viens de dire. Puis quand ils ont réalisé ça, ils ont dit comme « Ah, tu es déjà un consommateur, tu as déjà acheté notre marque, puis maintenant tu veux qu'on travaille ensemble. » Puis je vois non seulement en travaillant ensemble, on va pouvoir bâtir une collaboration ensemble, mais ils ont accepté. Puis pour eux, je suis sûr, ça a été une de leurs meilleures décisions en termes de marketing parce que après avoir accepté de travailler avec nous, moi, je peux vous dire d'un point de vue visuel, c'est à partir de là, ce que j'en ai vu, c'est dur à évaluer les retombées de la SAC en termes de vente. Mais une chose certaine, eux l'ont remarqué. Parce que s'ils ont continué à travailler avec nous, c'est pas parce qu'ils sont en train de perdre. Puis moi, de mon bord, ce que j'ai remarqué, c'est que parmi mon pitch, moi, j'aurais dit à Rosemont que tu travailles avec nous, on va avoir accès, on travaille, on a beaucoup de monde dans la communauté latine, dans la communauté noire, de Montréal et du Québec qui nous suivent, qui nous observent, qui nous encouragent. Fait qu'en travaillant avec nous, ça va te permettre d'avoir la visibilité auprès de ces deux communautés-là. Puis ça a été des mots-clés. Parce que pareillement, eux autres, Rosemont m'ont dit à ce moment-là que ils veulent justement encourager plus la diversité de leur marque parce que l'ancienne personne de marketing qui travaillait avec eux, ils trouvaient que c'était trop blanc. C'est eux-mêmes, c'est des Québécois. Là. Même lui, il trouvait que le branding était trop blanc, puis il n'allait pas chercher les Latinos, les Noirs, par exemple. Puis surtout, du rhum, c'est latino. Là. Du rhum, c'est une connotation, tu sais. 100%. Tu fais un lien genre latino 100% avec ça. Fait que, ils trouvaient que leur branding, la personne qui gérait ça avant, faisait pas ces liens. Tu sais. Je me souviens, je pense à une des ads, c'était genre des blancs autour. Je dis des blancs parce que c'est justement ça. Mais des blancs autour d'un feu de foyer en train de jouer la guitare puis boire du Rosemont. Lui, il disait comme nah, c'est pas ça. Nous on vient de Rosemont. Rosemont, c'est diversifié. Il y a toutes sortes de cultures dans le coin de Rosemont. C'est vrai. Puis ça, c'est le branding qu'ils sont en train de pousser. Comme ça marche, je sais pas. Fait qu'ils nous ont donné une chance. Puis, comme je vous dis, par défaut, là,
quand j'ai commencé à voir d'autres bouteilles de Rosemont apparaître sur d'autres podcasts, là, je savais qu'on avait fait quelque chose parce qu'on était les premiers. On était les premiers qui ont ouvert cette porte-là. Puis même eux, à Rosemont, on l'a dit comme yo, on commence à recevoir tellement beaucoup de créateurs de contenu, des influenceurs, des podcasts qui nous écrivent pour pour travailler avec nous. Puis tout ça, c'était nous à la base. Fait qu'étant donné qu'on a lead vraiment cette initiative-là, on l'a vu dans nos communautés, beaucoup plus de monde commençait à consommer du Rosemont. Puis, par exemple, une fois que tu avais le produit, c'est quoi que tu as mis en place justement pour développer ce produit-là? C'est quoi les stratégies que tu as utilisées pour développer ça à partir de que tu avais déjà le produit? Quand je veux dire les stratégies, c'est par exemple, est-ce que tu as envoyé des gens spécifiques faire du contenu? Ou c'est quoi que tu as utilisé pour avoir les idées de faire le contenu? Bien, quelque chose que je dis aux marques avec qui je travaille, c'est que du moment que tu travailles avec moi, partout où est-ce que je vais, je t'amène avec moi. Tu vas être sur mon dos. Fait que, par défaut, partout où est-ce qu'on allait, si on s'en allait à un événement, je déposais une bouteille de Rosemont quelque part. Le monde ne savait même pas que c'était moi, mais je déposais juste une bouteille de Rosemont, puis une par là, une par là, une par là. On était beaucoup plus créatifs aussi en termes de contenu. Tu sais, par exemple, quelque chose qui démarquait beaucoup Yellow Seed, par exemple, c'est qu'on se promenait beaucoup. Maintenant, on a un studio, fait qu'on était confortable. Dans le temps, c'était dans mon sous-sol. Puis des fois, tu sais, on voulait sortir à l'extérieur, fait qu'on allait peut-être à l'extérieur, tu sais, que ce soit dans un magasin, dans une autre salle, ça. Puis le monde voyait ça aussi. Et partout où est-ce qu'on allait, il y avait un Rosemont qui nous suivait. Fait que le monde voyait le placement produit nous suivre. Fait que tout le monde posait des questions, tout le monde était curieux. Puis partout où est-ce que je m'en allais aussi, si j'étais quelque part puis quelqu'un me reconnaissait, il y a des fortes chances que je traînais une bouteille de Rosemont dans mon sac ou dans ma voiture. Puis par défaut, je te faisais goûter. Puis c'est fou parce que c'est simple, petit détail de, par exemple, toujours le porter avec toi ou offrir un petit quelque chose à quelqu'un ou seulement porter un commentaire où est-ce que tu mentionnes le nom de Rosemont. Ça pique la curiosité des gens. Au jour d'aujourd'hui, surtout, par exemple, on va le voir dans les TikTok, c'est très, très, très compliqué de garder l'attention sur un placement de produit. Puis vous, à ce que je comprends en ce moment, vous avez cherché une autre alternative. Vous n'avez pas mis de côté le fait de faire ça aussi sur les réseaux sociaux. Mais en plus des réseaux sociaux, vous avez amené ça au côté humain. Ouais. Puis c'est quelque chose de très intéressant. Ouais, for sure, parce qu'à chaque fois que j'allais dans un barbecue, il y avait une bouteille de Rosemont. À chaque fois que j'allais dans une fête, bouteille de Rosemont. Peu importe c'est quoi la fête. C'est peut-être un enfant de 1 an ou peut-être un adulte. Là. Ouais. J'emmenais tout le temps une bouteille de Rosemont. Puis, ça permettait aussi aux gens de découvrir la bouteille. Fait que c'était une dégustation. Fait que j'étais rendu à un point où est-ce que tout le monde le voyait dans mon podcast. Tout le monde le savait que j'avais une affinité avec Rosemont. Puis maintenant, j'avais la chance de le goûter. Puis, le fait de l'avoir goûté, puis aussi de vouloir m'encourager, ça l'a juste, pas forcé, mais les personnes, ils ont pris l'initiative de, tu sais quoi, la prochaine fois que je le vois, je l'achète. Puis ça, c'est juste, après faire ça continuellement pendant les 1 an, 2 ans, 3 ans, maintenant ça fait 4 ans, je vois énormément de personnes, tu sais, vraiment adapter ça. Fait que quand j'ai compris vraiment ce placement produit-là, c'est quoi le pouvoir derrière ça, c'est là que j'ai appris comme, tu sais quoi, si je suis capable de le faire pour Rosemont, on est capable de le faire pour d'autres marques. Puis j'ai une très bonne question pour toi. Une fois que tu avais déjà ce placement de produit de fait, c'est quoi les stratégies que tu as utilisées ou c'est quoi, comment tu as amené à conserver cette relation-là avec Rosemont? C'est quoi que tu faisais pour alimenter comment tu pourrais expliquer comment alimenter une relation avec un produit? Regardez, moi, je suis une personne qui spécialise beaucoup dans la vente, dans le marketing. Puis, travailler avec des commandites, ça ressemble à un processus similaire, mais j'ai réalisé que c'est complètement différent comme type d'approche. Puis, ce que je peux retenir, puis qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil si vous allez travailler avec un commanditaire, la chose numéro 1 que j'ai appris, c'est une relation.
Travailler avec un commanditaire, c'est de travailler avec c'est développer une relation. Plus votre relation elle est forte avec le commanditaire, plus vous allez pouvoir gagner, puis le commanditaire va gagner de retour. Puis aussi, les personnes qui vous suivent, admettons comme créateur de contenu, s'ils voient vraiment que votre affinité avec cette marque-là, elle est legit, que c'est pas juste une paye, vous allez voir que vraiment le produit va se faire consommer à cause de vous, puis la marque va le sentir. Rosemont l'a senti là, que les ventes étaient à la hausse, que quand on poussait un certain produit, il se faisait tout le temps vendre. Et par défaut, quand j'ai réalisé ce processus-là, c'est là que j'ai compris que, tu sais, moi, je veux maintenir cette marque-là avec moi. Fait que j'ai toujours gardé une communication avec les propriétaires de Rosemont, par exemple. Au moins une fois par mois, je pouvais le texter, je pouvais l'appeler ou j'allais les visiter. On organisait peut-être des événements dans lesquels on faisait des événements peut-être là-bas à la distillerie, non seulement pour faire connaître à l'interne à nos gens la distillerie, mais aussi leur donner de la promotion. Fait qu'il y avait... C'était beaucoup de relations qui se passaient. Tu sais, au début, ça a commencé fort. Puis aujourd'hui, comme je vous dis, je peux me présenter n'importe quel moment à la distillerie. Puis ils savent déjà que je suis comme là. J'ai même pas à cogner ou à appeler. Tu sais. Je suis déjà la bienvenue. Puis cette bienvenue-là, elle s'est créée parce que j'ai créé la relation. Je me préoccupe aussi des personnes. Par exemple, pour Noël, l'année suivante, une fois qu'on avait déjà fait 1 an, je suis allé acheter des cadeaux pour les deux associés. Il y en a un que j'ai su qui aimait ça, les sauces piquantes. Fait que j'ai acheté un gros genre panier de sauces piquantes. Puis de l'autre, je sais qu'il aime ça, des vins de qualité. J'ai acheté du vin. Puis j'ai emmené ça. Tu sais, des petites choses comme ça que ça me permet de leur redonner. Eux autres, ils ont adoré ça. Puis encore là, le monde n'oublie pas les gestes humains. Fait que c'est ça que je veux encourager le plus, tu sais, encourager la relation. Puis je reviens encore, pourquoi je mettais une parenthèse, à soyez un consommateur de la marque et non juste quelqu'un qui va cogner comme, regarde, j'ai 100 000 followers, je fais des millions de vues par mois, j'aimerais ça que tu me payes pour que je t'affiche. Tu sais, il y en a qui vont dire oui parce qu'ils voient peut-être que vous avez une démographie, mais c'est pas tout le monde qui est quand même fier de travailler dans ce genre de contexte-là. Juste faire un placement produit, puis ciao, bye. Fait que c'est là que j'aimerais ça, vous décortiquer ce que j'ai réalisé, les 2 types, d'admettons, de créateurs de contenu qu'il y a. Il va y avoir l'influenceur, puis il va y avoir l'ambassadeur. Moi, je me considère plus un ambassadeur parce qu'une fois que je prends une marque et je l'adopte dans mon milieu, cette marque-là, je l'amène partout. Comme vous pouvez voir, Shop Santé, je l'ai tous les jours au cœur, partout où est-ce que je la traîne, et Shop Santé est là. Mais si tu es un influenceur, tu vas peut-être être plus, je prends un exemple, un foodie. Un foodie ne va pas nécessairement être associé à une marque, à un resto. Parce qu'un foodie, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va découvrir plusieurs restos, des trucs comme ça. Fait un foodie, par exemple, va être un influenceur parce qu'il va découvrir un resto là, il va découvrir un resto là, il va se faire approcher par d'autres restos. J'aimerais ça t'inviter à venir essayer mon nouveau menu d'automne. Fait que ça, ce que je considère un influenceur, où est-ce qu'il va avoir beaucoup de produits qui vont passer auprès de sa marque. Puis l'ambassadeur va peut-être travailler avec 2-3 marques, mais tout le temps les mêmes. Puis moi, j'aime mieux encore là, ce côté-là, ambassadeur, parce que ça me permet de créer des liens beaucoup plus forts avec la marque. Puis en créant ces liens-là, ben, je gagne beaucoup plus à long terme. J'aime mieux une stabilité de relation qu'une relation qui va changer à chaque semaine. OK, fait si toi, par exemple, ce conseil-là, tu le donnerais une fois que ton placement de produit est déjà fait ou tu le donnerais avant que le placement de produit soit déjà fait? Je le ferais avant. Mais avant, ce serait important de comprendre qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos valeurs. Comme je vous dis, êtes-vous un foodie, êtes-vous un car guy, êtes-vous genre quelqu'un fitness, ou même fashion, par exemple, ou vous êtes juste vraiment quelqu'un qui adore cette marque-là absolument jusqu'à la fin. Fait que, je pense que, moi, mon conseil, c'est que, par exemple, je vais prendre Shop Santé encore parce qu'il y en a un facile qui est présent. La première fois que je suis allé à un Shop Santé, c'était à Laval. J'ai aimé comment c'était différent.
c'était cool. Puis je voyais qu'il y avait un autre type de service que je ne trouvais pas à l'autre place. Puis c'est vrai que je trouvais que Chef Santé était beaucoup plus accueillant que l'autre spot où est-ce que ça a l'air très genre bodybuilder. Fait que je me suis tu sais, moi, quand je consomme, puis j'aime une place, je consomme tout le temps là. Fait que j'ai toujours été à la même place, puis quand j'ai déménagé, il y en avait un, puis j'ai toujours été à cette place. Puis j'ai toujours maintenu cette relation-là. Fait qu'à un moment donné, où est-ce que j'ai vu, non seulement j'ai un personal branding, mais je suis toujours en train de consommer à la même place. C'est là que je l'ai réapproché, puis j'aurais dit, comme tu sais quoi, je suis un fier consommateur de vous, puis ça, c'est qu'est-ce que mon branding représente. Puis en travaillant ensemble dans le milieu que je fais, ça permettrait de vous donner énormément de visibilité dans lequel je vais pouvoir bâtir d'autres personnes qui sont considérées des ambassadeurs. Ou est-ce que, je suis fier de travailler avec cette marque-là, puis je veux continuer à encourager cet ambassadeur-là, puis cette marque-là. Fait qu'il y a du monde qui vont consommer juste à cause de ce lien-là que je fais. Fait que je pense que c'est important pour les gens de juste comprendre qui vous êtes entre les deux. Puis ensuite de ça, décider vraiment c'est quoi les produits que vous allez sélectionner à travailler avec vous. Intéressant ça. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. Rentrons un peu plus dans le thème du marché. Comment tu vois le marché ici à Montréal? Comment tu vois le marché, le développement du marketing ici, non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi ce côté humain-là, surtout que notre population ici à Montréal, elle n'est pas du tout jeune. Il y a beaucoup de jeunes, mais on ne les voit pas encore se développer à 100% puis vraiment comme mettre leur 100%. Par exemple, moi, dans le domaine que je suis, dans la photographie, la production, un peu tout ça, je vois très peu de gens jeunes de mon âge, de 20 ans, qui se lancent vraiment à vouloir se développer sur ça. Puis je trouve que c'est quelque chose que tu pourrais nous conseiller beaucoup sur comment se développer, puis de où partir. Parce que, par exemple, moi, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé « Yo, est-ce que ça t'intéresserait être mentor? Est-ce que ça t'intéresserait appuyer comme guider vraiment plus? » Mais souvent, on n'a pas le temps pour faire ça ou pour... oui, on peut donner certains conseils, mais on ne peut pas être là derrière la personne pour lui montrer comment se développer. Quel conseil tu nous donnerais pour justement prendre ce pied d'initiative puis pouvoir se lancer dans peu importe n'importe quel domaine? Pour les jeunes, je pourrais dire quelqu'un comme toi, la première chose qui est super important, c'est de faire une analyse de soi-même. Tu sais, c'est quoi tes préférences? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Premièrement, même commence à faire une analyse. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Fait comme ça, j'aime pas faire de la comptabilité, j'aime pas parler à du monde, j'aime pas faire ci, tu sais. Parce qu'au moment que tu sais déjà qu'est-ce que tu n'aimes pas, maintenant tu te tournes vers faire une liste, toutes les choses que tu aimerais, que tu adores, qui te représentent. Je vais prendre moi. Désolé, petite parenthèse. Est-ce que tu penses que notre génération, en ce moment, a beaucoup plus peur de faire l'initiative que les générations d'avant? Drôlement, je penserais... il y a deux façons de le voir. Selon moi, je pense que ta génération va être plus enclin à faire le saut. Par contre, statistiquement parlant, ils disent le contraire. Okay. Parce qu'apparemment, en ce moment, j'ai vu une statistique dernièrement qu'il y a beaucoup moins d'entrepreneuriat. Mm-hmm. Fait que ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui lancent des business. Fait que si je comprends cet angle-là, ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui se lancent en affaires. Fait qu'il y a moins de personnes qui prennent le saut. Puis, essentiellement, éventuellement, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver, il va avoir un océan plein d'opportunités, mais c'est juste que personne ne va les conquérir. Puis, la raison pourquoi je dis que plus de personnes prennent le saut, c'est que votre génération a accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus jeune, 100%. Avant même d'avoir énormément de responsabilités pour venir contraindre à le développement de peut-être ces opportunités-là. Je prends par exemple, tu sais, quelqu'un comme toi, est-ce que tu habites toujours chez tes parents? Ouais. OK. Fait que quand tu habites chez tes parents, c'est le meilleur moment de se lancer à essayer, à prendre des opportunités. C'est le meilleur 100%. Moment pour faire des erreurs. 100%. Parce que l'affaire, c'est que si cette erreur-là, si cette action-là ne fonctionne pas,
ben tu ne vas pas nécessairement perdre énormément. Tu vas perdre peut-être de l'argent et du temps, mais tu auras gagné énormément d'expérience parce que tu as appris quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as appris peut-être de tes erreurs comme fuck. Si j'ai fait confiance à la mauvaise personne, fait que c'est la raison pourquoi ça a échoué. Ah, j'ai genre mal planifié mon budget, c'est la raison pourquoi j'ai échoué. Ah, je suis pas bon en vente ou j'ai pas assez de talent de négociation, c'est la raison pourquoi ça a échoué. Puis en bout de ligne, tu vas quand même avoir ton toit, tu vas quand même avoir une assiette où manger. Mais tu auras appris énormément de choses. Ouais, 100%. Puis ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à surligner parce que moi, personnellement, j'habite encore chez mes parents, mais grâce à eux, j'ai l'opportunité d'aujourd'hui pouvoir dire que j'ai mon studio ou que je peux payer le loyer de mon studio, je peux payer mon loyer chez moi, je peux payer avec les essais-erreurs, j'ai réussi à me construire un peu, mais c'est sûr que je suis toujours en moment de développement. Je ferme jamais mes portes parce qu'on ne sait jamais, un jour ou l'autre, ce petit travail que tu vas aller faire quelque part puis que tu ne vas pas prendre au sérieux, c'est des connaissances que tu peux placer à futur ou dans un nouveau travail. Mais tu vois, justement, puis je pense que ça vient à la statistique que je te disais, moins de personnes se lancent. Puis je pense qu'il y a aussi de l'autre bord de la médaille de l'accès à l'information, c'est qu'il y a tellement d'informations que ça peut intimider des gens à se lancer. Parce que là, c'est comme... il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui vont trop se comparer à d'autres. « Ah, regarde lui, il a 23 ans, puis il est déjà en train de conduire une Ferrari. Ah, regarde lui, il a déjà un édifice à son nom. Ah, regarde, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. » Puis je pense qu'énormément de personnes se comparent puis voient que je suis aucunement rendu à peut-être être proche de cette personne-là. Fait il y a du monde que j'imagine ne se lance pas à type de comparaison. Puis ça, c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. Puis aussi, il doit y avoir tout plein d'autres personnes qui ne se lancent pas parce qu'ils ont peur d'échouer. De qu'est-ce que le monde va penser, qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi, qu'est-ce que les médias sociaux vont penser de moi. Fait que là, encore là, ça devient à cette fausse croyance que le monde vont te juger. Premièrement, le monde s'en fout de toi énormément. 100%. Vous ne savez pas à quel point le 100%. monde s'en fout de vous parce que tout le monde a leurs propres problèmes. Fait que si vous pensez que parce que vous avez 10 000 followers puis que vous faites une erreur puis ça va le monde va rire de vous, le monde, il va y avoir des commentaires négatifs par défaut parce que le monde n'a rien à faire. Mais le lendemain, là, tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Fait que avoir honte d'échouer, déjà là, c'est votre première défaite. C'est vrai. Parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous voulez impressionner quelqu'un d'autre. Puis c'est la raison pourquoi vous n'êtes pas lancé, parce que vous pensez que si je ne suis pas capable de réussir, ben les personnes vont rire de moi. Dans le fond, vous ne le faites pas pour vous-même, mais vous le faites pour essayer d'impressionner quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est une grave erreur. Puis pensez aussi parce que quelqu'un d'autre de votre âge a du matériel beaucoup plus que vous. C'est une autre fausse croyance parce que, premièrement, si vous voyez un jeune avec une Ferrari, elle est fortement louée. Mm-hmm. Puis sinon, c'est la décision la plus stupide qu'il doit avoir. Si vous voyez un jeune qui vient de s'acheter un sixplex, devinez quoi? Ça se peut que ses parents ont économisé toute leur crise de vie pour pouvoir donner à leur enfant un cash down qui leur permettrait de hey, fiston, voici 50 000 $, fais quelque chose de très... Rends-moi fier. Puis tu sais quoi, je te le donnerai pas, je vais t'aider à acheter ton premier sixplex. Fait que la personne qui va se faire « Ah, regardez mon premier sixplex à 23 ans, hustler for life », tu sais. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier surtout que le meilleur investissement que tu vas faire, c'est sur toi-même. Il ne faut jamais oublier que... Puis quand je dis que le meilleur investissement va être sur toi-même, ça ne veut pas dire que tu vas aller t'acheter des vêtements de marque, des vêtements de ci, Non, c'est vraiment sur ta mentalité, ton savoir et justement ta santé. Fait que tout revient au même point de... Mieux que tu es avec toi-même, mieux que tu sais qu'est-ce que tu veux, mieux que tu te connais, mieux que tu peux investir sur d'autres affaires. Non, exactement. Puis, comme, tu sais, je te donne mon exemple. Moi, à 24 ans, c'est là que je me suis lancé la première fois en affaires. J'ai joint
d'autres dudes pour un projet d'un développement d'une application pour les petites entreprises dans lesquelles on voulait aider les PME à fidéliser leur clientèle. Donc, c'est un système de fidélisation. Ça a échoué. 1 an plus tard, on a perdu 124 000 $. Puis ça, j'en parle énormément de cette histoire-là. Puis, j'ai perdu énormément d'argent. J'ai fait ça de temps plein pendant que j'allais à l'université le soir. Fait que j'avais pas d'argent rentrant, là. Je mettais de l'argent. Non seulement j'étais pas à la recherche j'avais arrêté de chercher de la job, mais j'étais sur le terrain en train de hustle pour essayer de faire monter cette business-là. Fait que j'avais pas de l'argent qui rentrait. Puis je sortais plus d'argent de ce qui rentrait. Regardez, je suis un hustler de nature, fait que je trouvais des façons de faire l'argent d'un bord à l'autre. Fait que ça, c'est quelque chose qui vient dans ma nature. Fait que ça m'a permis de survivre, mais j'ai perdu énormément d'argent de 24 à 25 ans, peut-être 60, 70 000 $. Puis pour cet âge-là, c'est quand même un bon montant, là. Mais on a parlé un peu du côté humain dans le marketing et dans le marché. Mais maintenant, j'aimerais rentrer un peu plus avec toi sur comment tu vois le AI et l'influence qu'il va avoir dans les années prochaines sur le marketing et le marché. Vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est rien de nouveau ce que je vais dire, mais c'est ce qui va permettre du succès entre un AI et un individu, c'est comment tu utilises cette technologie-là. Plutôt que de voir que cette technologie-là va enlever de l'emploi ou enlever des opportunités, il faut que tu l'utilises pour voir vraiment comment ça va te rendre ta vie plus facile. Je donne mon exemple en marketing. Quelque chose qui me prenait peut-être des heures à faire là, quelques années, comme du copywriting par exemple, ben je le fais en 30 minutes. Tu sais, il y a une période de temps où est-ce que je fais du design de site web, par exemple. Juste les textes, les titres, l'inspiration, tout ça, ça prenait des heures. Tu sais, quand tu as un site web d'à peu près 10 pages, tu as des placeholders, il faut que tu remplisses, tu mettes un paragraphe là, il faut que tu aies un appel à l'action là, une description là. Tout ça, maintenant, on peut l'avoir en quelques secondes avec un ChatGPT, par exemple. Puis, l'opportunité, c'est que je peux charger plus parce que le copywriting va avoir une qualité supérieure parce que je m'en vais chercher une machine qui va venir m'aider à trouver encore des titres encore meilleurs, des descriptions encore meilleures. Puis le client va être encore plus satisfait. Plutôt qu'avant, j'étais plus restreint sur ma facturation puis je passais beaucoup plus de temps. Fait que maintenant, l'opportunité, c'est juste qu'on est capable de faire les choses beaucoup plus rapides, de meilleure qualité, puis le rendre beaucoup plus satisfaisant auprès du client, ce qui peut se traduire en plus d'argent. Parce que, admettons, même si je chargerais le même montant, je le fais quand même plus rapidement. Fait qu'au lieu de prendre un mandat qui me prend à peu près 1 mois, mais peut-être je peux en faire 2, 3 mandats qui vont prendre 1 mois. Fait que là, je viens de tripler, quadrupler mes revenus juste à cause d'une technologie qui vient de tout changer la game. Fait que pour toi, est-ce que tu sens que ça va... de ce que j'ai compris, tu sens que ça va beaucoup plus aider. Est-ce que tu sens que ça va nuire à notre côté humain? Ah, définitivement. Puis même moi, j'ai eu... je suis en train de travailler sur une présentation. Puis c'est là que j'ai fait de la réalisation. C'est important, guys, de vraiment faire beaucoup de rétrospection sur vous-même. Puis j'en ai fait une, d'ailleurs, ce matin, pendant que j'étais en train de monter ma présentation. Fait que je m'en allais écrire une description, une description à peu près de 2 phrases. Puis j'étais comme... J'essaie de voir comment je commence ma description. Puis je suis comme... Fuck that, ChatGPT. ChatGPT, j'écris vraiment ce que je recherchais. Il m'a donné une description. J'ai copy-paste, je l'ai mis là. J'ai changé 2-3 mots. Puis that's it. La description, elle est fucking belle. Puis après, j'étais comme... Oh, attends. Ça, c'est problématique. Parce que qu'est-ce qui va se passer en moi-même, c'est que je vais devenir paresseux. Puis je vais arrêter de toujours chercher peut-être je vais arrêter de faire travailler ma tête pour la meilleure description, les meilleurs termes. Je vais peut-être perdre un peu de vocabulaire parce que je ne suis pas capable de le sortir par moi-même. Parce que je vais toujours me fier à une machine pour me donner les descriptions. Fait que le piège derrière ça, c'est que l'être humain, je trouve qu'il va devenir un petit peu plus imbécile sur certains points parce qu'on ne va plus utiliser notre cerveau à sa pleine capacité parce qu'on est en train d'alterner sur une machine qui va faire la job beaucoup plus facilement. Fait que c'est là que quand j'ai réalisé comme « Oh, OK,
Moi, je me suis dit, OK, tu sais quoi, je continue à l'utiliser, mais je vais me donner l'effort quand même de trouver mon début, trouver mon angle par moi-même, puis utiliser la machine pour essayer de compléter ce que je cherche. Mais donner à 100% la machine, le travail, la responsabilité de tout développer le document, ça va donner un piège parce que, comme je dis, plus personne va pouvoir penser par eux-mêmes. Ben, tu vois, ça, c'est un bon conseil que tu donnes de toujours faire attention à son côté humain. Parce que, par exemple, moi, dans ma génération, de mon côté qui est un peu plus avec la technologie, souvent, on a l'habitude de toujours chercher le chemin le plus facile. Puis souvent, le chemin le plus facile, on va l'utiliser avec ChatGPT ou avec des AI. Mais on va souvent mettre de côté ce côté humain. Une fois que le travail va être fait par la machine, nous, on va seulement le remettre, puis on ne va pas porter attention à ces petits détails-là que, par exemple, ta génération va porter beaucoup plus l'œil sur ces points-là. Puis, tu vois, il y a un piège à cette génération-là qui veut toujours chercher le chemin le plus facile. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devenir paresseux. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas paresseux. Il y a quelqu'un d'autre qui fait l'effort. Puis, c'est qui va avoir la meilleure job? C'est qui va avoir plus de succès? C'est la personne qui met l'effort. Fait que pendant que vous êtes juste en train de simplifier, puis tu sais, oui, vous êtes en train de gagner, mais quelqu'un d'autre qui a mis plus d'efforts, mais qui est en train de doubler ses gains par rapport à ce que vous avez fait. Fait que c'est un piège que je conseille fortement de faire attention. Tu sais, ne cherchez pas toujours la voie la plus facile, parce qu'éventuellement, on va vous tester. Puis quand on va vous tester, puis vous n'avez jamais été sous l'adversité ou sous la pression, ou vraiment vous n'êtes jamais mis cet effort supplémentaire-là, vous allez échouer parce que vous ne savez pas comment chercher le maximum d'efforts. Tout ce que vous savez, vous êtes habitué à faire, c'est aller chercher genre, OK, ben ça que je veux, laisse-moi aller chercher sur la machine, je vais copy-paste puis le mettre là. Fait que ça, c'est quelque chose qui va se passer, puis ça va devenir ça va diviser la population. Il va avoir des personnes qui vont donner encore beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Mais ces personnes-là, parce qu'ils ont fait l'effort, contrairement à d'autres personnes, que, ah non, tu sais quoi, je vais mettre de la poussière en dessous du tapis. Personne ne va le voir. Mais l'autre personne a ramassé la poussière. Ça, c'est une différence que je vois déjà qu'il va commencer à s'en venir. Puis on le voit déjà. Moi, dans ce domaine que je suis, je le vois déjà. Autant créateur de contenu, autant genre vraiment maison de production ou marketing. Tu sais, des fois, là, c'est drôle parce que je me sens comme, damn, je suis paresseux. Mais à la fois, je commence à voir d'autres mondes, je suis comme, si moi, je me sens paresseux, je vois d'autres mondes que c'est encore pire. Puis ça, c'est une raison pourquoi je suis au gym à 4 heures du matin tous les jours. Parce que je ne me laisse pas tomber dans une zone de confort. Je me mets toujours, tous les jours, un rappel de... ça va éventuellement devenir plus dur ou plus facile, peu importe, mais je vais toujours être là, présent, en train d'affronter qu'est-ce qui est inconfortable pour d'autres personnes. Parce que moi, maintenant, je peux me réveiller n'importe quand à 4 heures puis être déjà sous l'action. Mais mon voisin à côté, ben pour lui, ça va être dur. Il va devoir snooze 2, 3, 4 fois avant de peut-être se lever. Puis c'est qui va avoir l'avantage? Fait que moi, je suis déjà rendu à 1 kilomètre de distance. Toi, tu viens de te réveiller. Fait que c'est qui qui va gagner la course? Lui qui va mettre plus d'efforts dès le début, plutôt que l'autre personne qui est juste en train de faire semblant ou peut-être faire le strict minimum. Quels seraient les points que toi, tu conseillerais de porter plus l'œil puis de vraiment faire plus attention au niveau personnel et marketing? OK. D'un point de vue personnel, c'est qu'il faut que les personnes s'auto-analysent. Puis je pense que je l'ai mentionné, mais je pense qu'on ne passe pas assez de temps à s'auto-analyser. On essaie de voir tout ce que le monde font. OK, ben cette personne-là fait ça, je vais faire ça. Tu sais, par exemple, ça, c'est de voir le lien marketing, c'est que il y a du monde qui cherche de l'inspiration, ils vont aller chercher l'inspiration vers le compétiteur. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ce concurrent-là fait. Fait que, OK, lui, il fait ça, je vais essayer de faire quelque chose de semblable. Ouais. C'est une grosse erreur. Moi, je le vois beaucoup, par exemple, parce que moi aussi, je crée du contenu. Puis souvent, dans mes créations de contenu, c'est vraiment ce que je scroll sur TikTok. Mais je fais juste le remettre à ma façon ou en espagnol. Puis, veux pas, c'est quelque chose qui marche. Ouais. Mais il n'y a pas ma touche.
n'y a pas mon moi. Exactement, tu sais. C'est bon, je pense un bon départ. Mais c'est pas là que ça devrait toujours l'être. Ça devrait pas être le standard de toujours voir qu'est-ce que la personne à côté fait, surtout au temps personnel et marketing. Fait que je trouve que les personnes font pas assez de rétrospection et s'auto-analysent pas assez. Fait que qu'est-ce que je pourrais conseiller, c'est de plus voir c'est quoi tes faiblesses à toi. Dresser une liste de c'est quoi ces faiblesses-là. Voir c'est laquelle que tu peux vraiment améliorer. Par exemple, si c'est dur de te réveiller tôt le matin, c'est une faiblesse, mais c'est quelque chose que tu peux améliorer parce que n'importe qui peut le faire. C'est juste un changement de comportement. Soit tu vas te coucher plus tôt, soit tu vas peut-être éteindre ton téléphone plus tôt avant de t'endormir plus vite. Peut-être tu as besoin de certains suppléments pour t'endormir mieux. Soit tu dois te conditionner à te réveiller tôt. Mais ça, c'est quelque chose que n'importe qui est capable de corriger. Mais admettons, si tu es une personne qui a un tempérament où est-ce que tu acceptes mal la critique, par exemple, ça peut être un petit peu plus difficile parce que ça peut être quelque chose qui est conditionné à soi-même. Ça fait partie de ta personnalité d'avoir un type d'ego. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent être un petit peu plus dures à corriger, malgré que je suis convaincu que n'importe qui peut alléger son ego puis prendre la critique puis trouver vraiment une façon constructive de vraiment le mettre de son avantage. Mais il faut qu'on soit capable de voir vraiment qui nous sommes, qu'est-ce que je suis très bon à faire, qu'est-ce que je suis moins bon à faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Puis à partir de cette analyse-là, commencer à vraiment s'auto-identifier. Bon, si vous êtes bon en créativité, exploitez la créativité quand vous allez commencer à faire du marketing. Si vous êtes plus bon à faire de l'argent, ben peut-être faites de l'argent, payez quelqu'un pour la créativité. Puis voyez vraiment c'est qui cette personne-là qui va pouvoir faire quelque chose de créatif. Mais tu sais, si vous êtes limité à laisse-moi voir qu'est-ce que le compétiteur fait, puis essayez de faire la même chose. Tu sais, malheureusement, il n'y a pas de créativité derrière ça. Vous êtes juste en train de copier un modèle puis essayer de le mettre. Comme tu as mentionné, énormément de monde vont voir vraiment quel type de tendance fonctionne, puis j'essaie de le faire par moi-même. Puis oui, c'est bon. Mais je trouve qu'encore là, ça limite à c'est quoi les prochaines choses. Lui qui va vraiment prendre quelque chose de nouveau, c'est lui qui va lead la danse. Ouais, c'est vraiment vrai. Puis en parlant à futur, quel marché, toi, tu verrais à futur un bon marché où est-ce que les jeunes devraient investir leur temps et leur argent? Regarde, moi, ce que j'ai réalisé avec toutes ces années d'expérience, qu'est-ce que je conseillerais n'importe quel jeune à faire, c'est suis une formation ou un coach en vente. La vente va être la qualité la plus valorisante, la plus performante que vous allez avoir pour le reste de votre vie. La vente, c'est pas juste essayer de vendre un produit. La vente, c'est une personnalité, c'est un mode de vie, c'est une façon de voir les choses. Parce qu'éventuellement, vous allez avoir une job, puis que vous allez devoir vous vendre pour avoir la promotion. Éventuellement, vous allez rencontrer votre partenaire de vie. Vous allez devoir vous vendre pour que cette personne-là accepte d'être avec vous. C'est pas juste comme moi j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, éventuellement, vous allez avoir un produit. Si vous lancez en entrepreneuriat, vous allez devoir apprendre à le vendre. Puis quand vous apprenez la vente, par défaut, vous allez apprendre la négociation. Puis quand vous êtes capable de maîtriser la vente et la négociation, vous allez voir que tout dans le reste de la vie va devenir beaucoup plus simple parce que, admettons, vous voulez acheter une nouvelle voiture. Vous n'avez pas à vendre, mais vous devez négocier. Mm-hmm. Puis si vous êtes un bon vendeur, vous allez reconnaître les patterns du vendeur envers vous. Fait que vous allez voir vraiment qu'est-ce que lui est en train de faire pour essayer de vous convaincre. Vous allez voir vraiment les cartes de négociation qu'il utilise, comment vous négociez. Puis si vous êtes capable de négocier, vous allez gagner vraiment dans quelque chose que vous avez envie d'avoir. Puis c'est fou que tu dis ça parce que récemment, j'avais vu dans un TikTok, ou je ne me rappelle plus vraiment où, que le futur d'un bon où est-ce que tu pourrais investir, ça serait l'enseignement en ligne, l'éducation en ligne.
tout ce qui est cours de vente, cours de gestionnement de crypto-monnaie, tout ce qui est l'éducation en ligne va devenir un marché très, très, très grand qui est en train de s'ouvrir vraiment beaucoup en ce moment, puis qu'il ne faudrait vraiment pas manquer le train. Définitivement. Fait que, tu sais, moi, pareillement, je suis en train de travailler, développer, tu sais, justement, une formation qui va impliquer une formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir apprendre, tu sais, vraiment certains trucs de vente et négociation. Puis la raison pourquoi je le fais, c'est justement parce que je remarque qu'énormément de jeunes ne savent pas vendre et négocier ou ne savent pas comment ouvrir la porte. Tu sais, c'est 3 choses. Moi, dernièrement, je viens de closer un des plus gros contrats de ma vie. Puis le gars qui m'a donné le contrat, il m'a dit, « Ronaldo, j'ai remarqué que tu es capable d'ouvrir les portes, tu as un excellent charisme. » Et il a vu que je suis en train de closer des sponsors, des brands, tout ça. Pour lui, c'était comme... C'est pas compliqué, là. Comme il m'a donné un contrat. C'est la première fois que je suis dans un pitch de vente que je n'ai même pas pitch. J'avais tellement fait bonne impression, puis juste une bonne impression, c'est une technique de vente. Fait que mon image, elle est tellement vendeuse en étant moi, normal, régulier, authentique. Je ne suis pas en train de faire semblant que je suis quelqu'un d'autre. Que à 37 ans, je m'assois pour négocier un contrat dans lequel je n'ai rien négocié. On m'a tout donné. Tout, on me l'a donné exactement à mes termes. Puis il ne fallait même pas que j'essaye de le vendre. Fait que j'avais tellement bien vendu mon personal branding qu'on m'a acheté. Puis c'est pour ça, comme je dis, j'ai 37 ans, puis il y a beaucoup de monde qui pense que j'ai même pas, je suis en bas de 30 ans. Ouais, non, Lui, guys, Shop Santé, shout-out encore une fois. Les suppléments vous gardent jeune. Mais, fait imagine que j'aurais... Ben, l'affaire, c'est que j'ai toujours été un peu vendeur, comme je dis, j'ai toujours été hustler. Est-ce que toi, tu penses que la vente, tu peux l'apprendre ou tu l'as dans le sang? Un peu des deux. Je pense que ça s'apprend définitivement. Mm-hmm. Mais il y a certaines personnes que, par défaut, ils l'ont. Ouais. J'ai un bon ami à moi. Pour moi, c'est mon meilleur ami. Pour moi, c'est le meilleur vendeur que je connais. Mm-hmm. Puis, c'est pas qu'il est bon vendeur, c'est qu'il y a une personnalité charismatique dès le début. Puis c'est pour ça qu'on revient à ton point de faut travailler sur soi-même. Avoir un bon charisme. Tu sais, exactement. Être une bonne personne, c'est savant. Le monde veut s'associer à des personnes naturelles, des bonnes personnes. Ils veulent vraiment comme toi, cette personne-là, il m'attire. Il a un bon charisme, il est intelligent, il est drôle, il est fonceur, il est ambitieux, il a du succès. Qui ne veut pas s'assimiler à une personne qui a toutes ces qualités? Puis parfois, même je sais pas comment on dit ça en français, los fracasos, les essais foirés, parfois même c'est aussi des réussites. Parce que non nécessairement tout ce que tu foires, c'est foiré. Tu peux toujours ressortir quelque chose de bon dans ce que tu n'as pas réussi. Que ce soit des connaissances, que ce soit des connexions, que ce soit... quelque chose que j'admire beaucoup de toi, c'est que tu n'acceptes pas un non. Tu sais négocier, tu n'acceptes pas un non, puis tu as cette personnalité pour pouvoir pousser à plus. Merci. Puis, tu regarde, ne pas prendre un non comme réponse, c'est une technique de vente. Parce que l'affaire, c'est que qu'est-ce qui se passe, c'est quand quelqu'un... Moi, quelque chose que j'ai appris, puis ça, c'est grâce à un de mes anciens jobs, c'est que eux autres, tu ne pouvais pas prendre le non, il fallait que tu refutes. Fait qu'ils ont appris la technique de refuter. Quand tu refutes, ben tu vas... C'est là, gars, je vais te partager une technique de refuter parce que des fois, il faut que tu sois très rapide. Mais c'est dur à être très rapide pour un comeback quand tu te fais dire non. Mm-hmm. Dans le fond, il faut que tu sois capable d'anticiper un non à tout. Il faut que peu importe ce qui se passe, que tu sais déjà qu'il y a un non qui s'en vient. Fait que si tu sais déjà qu'il y a un non qui s'en vient, tu es déjà en train de penser à la réponse. Pourquoi quelqu'un va te dire « Non, je ne vais pas prendre ton deal ». Ben, garde, si tu travailles avec moi, je suis capable de faire ça. Fait que tu es capable de refuter assez rapidement. Mais tu sais, une technique de refus, par exemple, c'est qui t'achète du temps. Je te donne un exemple.
Est-ce que la personne te dit non, tu étais sûr que tu allais closer, la personne te dit non, fait que tu n'as pas genre une réponse immédiate. Fait que tout ce que je peux te dire, c'est répète qu'est-ce que la personne dit, puis pendant que tu es en train de répéter, tu es en train de réfléchir à OK, c'est quoi les points. Parce que pendant que tu es en train de parler, c'est là peut-être ton argument va sortir. Tu sais, si tu as fait une bonne qualification des besoins de la personne, donc tu as posé énormément de questions. OK, moi, je sais, tu me dis que la raison pourquoi tu n'es pas capable de faire ça, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton temps. Puis tu ne sais pas gérer ton temps parce que tu as besoin d'un agenda, tu as besoin... Tu sais, multiples raisons. Puis quand la personne « Ah non, c'est trop cher », ben qu'est-ce qui est trop cher? Ton temps ou ton argent? Fait que, tu sais, la personne va se mettre à réfléchir. Tu vois, c'est ça la négociation, c'est ça la technique de vente. C'est que tu es capable de donner quelque chose, relancer la question à l'autre personne. Tu te fermes la gueule, tu attends qu'elle parle parce que maintenant la balle est ton bord. Fait que pendant que tu attends que la personne parle, toi, tu es déjà en train de réfléchir à tous les arguments possibles. Tu sais, en vente, il y a la technique du silence. Tu sais, c'est quoi la technique du silence? OK, oui. Le silence veut tout dire parfois. Ça, c'est une technique que, genre, tu apprends, soit quelqu'un te le dit, écoute le silence, parce que ça veut dire beaucoup plus de... Le silence parle plus fort de qu'est-ce qu'une personne est en train de dire. C'est très imposant, le silence. Ah ben oui. C'est très imposant. Mais il faut savoir l'utiliser à sa faveur. Il faut savoir, exactement. Fait que tu sais, tout ça, c'est des techniques que, tu sais, moi, j'ai appris naturellement, comme c'est là que, est-ce que tu es né avec ou non. Je pense qu'assez jeune, si tu es exposé à un environnement où est-ce que tu es comme toujours en train de mode de peut-être négocier ou des trucs comme ça, tu commences à reconnaître des patterns que tu n'as pas vraiment une théorie associée, mais que tu commences à comprendre que quand quelqu'un agit de cette façon-là, tu vas réagir de cette façon-là. Puis maintenant, pour ceux qui sont dans ce domaine-là, quel conseil tu donnerais pour apprendre à mieux examiner sa marge d'erreur ou peut-être même minimiser sa marge d'erreur? La seule façon pour évaluer sa marge d'erreur ou minimiser sa marge d'erreur, c'est de faire le plus d'erreurs possible. C'est très bien dit. Tu ne le sais pas que tu vas faire une erreur si tu ne le sais pas. Tu sais, admettons, on prend des relations. Si tu as une personne qui est incapable de rester dans une relation stable, tu checkes tes 5 dernières relations, qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, as-tu été infidèle à toutes tes dernières relations puis tu t'es fait cut? Tu as fait une erreur à chaque fois. C'est comme, fait que si tu es écœuré de toujours ne pas être dans une relation, c'est de comprendre les erreurs derrière ça. La vente. Pourquoi on dit tout le temps non? Ben, est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu comprends les besoins de la personne? Est-ce que c'est juste toi qui essaies de parler? Tu sais, en faisant des erreurs, c'est là que tu te rends compte comment minimiser les erreurs. Aujourd'hui, je suis capable de dire non à certaines choses parce que je sais déjà que ça va aller mal. Parce que j'ai énormément d'expérience à faire des erreurs, pas à avoir gagné. J'ai fait énormément d'erreurs. Fait qu'aujourd'hui, je suis en meilleure position de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Puis mon conseil, ça serait, plus vous êtes jeune, plus faites des erreurs rapides et levez-vous encore plus rapidement. À un moment donné, quand j'ai compris ce mécanisme-là de « Oh shit, quand je fais une erreur, j'apprends une leçon. Quand j'apprends une leçon, j'apprends à gagner par la suite. » Fait qu'à un moment donné, je commençais à faire des erreurs juste pour voir c'est quoi la leçon. Ouais. Je suis en train de t'écouter, je suis en train d'examiner ça, puis c'est exactement où est-ce que ce que moi je fais. Parce que moi aussi, genre en tant que créateur de contenu, puis tout, il faut que j'apprenne moi-même à gestionner autant mon temps que mon argent, puis il faut que j'apprenne à négocier par moi-même. Puis souvent, ce que je fais pour me guider un peu dans ce chemin-là, c'est que je suis vraiment comme les conseils qu'on me donne. Je me ferme vraiment pas à qu'on me guide.
Puis souvent, je le tiens à le dire, puis je tiens beaucoup à remercier à Milo, mais moi, Milo, c'est quelqu'un qui m'a guidé beaucoup. Puis en ce moment, toi, tu es vraiment quelqu'un qui est en train de me guider beaucoup à comment gérer comment dire, tous ces conseils en vente que moi, j'ai pas pu appliquer quand j'étais en train de commencer, puis que j'aurais aimé appliquer. Puis c'est pour ça que je tiens à souligner que les gens qui écoutent ça, si vous êtes jeune puis vous êtes en train de commencer ça, ou même si vous êtes plus âgé, suivez les conseils, puis vraiment travaillez sur vous. Travaillez sur vous parce que plus vous travaillez sur vous, plus que vous allez faire la différence, puis plus que vous allez pouvoir closer des deals. Mais oui, tu sais, c'est... faut travailler sur vous. Énormément de personnes, je trouve que aussi, il y a un problème d'ego. Mettez l'ego de côté. Le plus longtemps que vous allez bâtir votre carrière, votre vie avec votre ego, plus longtemps ça va prendre avant d'atteindre des vrais succès. Maintenant, pour conclure un petit peu tout ça, parce qu'on est quand même à 1h20. OK, shit, ça passe vite. Ouais, ça passe très vite. Est-ce que tu aurais... Parce qu'on a quand même donné beaucoup de conseils. Est-ce que... Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour le futur du marketing et du marché au Québec? Quelque chose que tu aimerais voir que les personnes encouragent et poussent beaucoup plus? Joignez-vous à Black Box. Premièrement. Joignez-vous à une équipe gagnante. Ici, on fait juste gagner. On dunk sur la compétition. Chose sérieuse, bâtir une relation. Je pense que ça, c'est dans ma trentaine. Et je remercie beaucoup moi-même dans ma vingtaine. C'est toutes les relations que j'ai bâties, là, 15, 20, 10 ans environ. Puis aujourd'hui, à cause que j'ai bâti énormément de relations et à cause que j'ai bâti une plateforme qui crée des relations, j'ai un succès que je n'aurais jamais pensé avoir ou que je ne voyais pas venir. Puis en bout de ligne, c'est pas parce que on a un produit meilleur, oui, mais surtout parce qu'on a un environnement solide, un environnement de personnes contact où est-ce que j'ai bâti énormément de relations. Puis, il y a un conseil, il y a un quote que on a sûrement tous vu dans les médias sociaux. Travaille tellement fort que tu ne dois plus te introduire dans une nouvelle pièce. Puis, je trouvais ça cool la première fois que j'ai vu ça. Je suis comme, oh wow. Comme, tu rentres dans une pièce, puis tout le monde sait t'es qui. Drôlement, je rentre dans des pièces, puis le monde sait je suis qui. avant même que je m'introduise, puis regarde, je m'introduis à chaque fois. Je rentre jamais dans une pièce pensant que tout le monde me connaît. Fait que c'est pour ça que je dis, gardez votre ego en check, parce que c'est pas vrai que tout le monde vous connaît. Malgré que beaucoup de monde vous connaisse, mais l'affaire, c'est toujours important de s'introduire. Puis, bâtissez des relations. Ne brûlez pas des ponts juste pour essayer de faire 2000 $. Il y a du monde là que pour faire un chèque rapide, ils sont prêts à brûler une relation. Moi, j'en connais plusieurs. J'en connais énormément. Puis ce petit chèque rapide-là là, était peut-être comblé durant la journée, mais à long terme, c'est vraiment pas rentable. Puis malheureusement, il y a des personnes qui ont brûlé des ponts avec moi. Puis je peux te dire, là, comme tu es en train de perdre énormément. Parce que tu aurais pu être ici avec nous dans une équipe de winners, mais plutôt vous êtes allé de l'autre bord, l'autre direction, parce que votre ego était plus fort que vous. Aujourd'hui, aucun intérêt de vouloir travailler avec certaines personnes parce qu'il n'y a plus de relation. Puis il va dire que c'est fucked up derrière ça, c'est que si moi, je n'ai pas d'intérêt de travailler avec vous, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde autour de moi
qui n'auront pas cet intérêt de travailler avec vous. Fait que vous voulez... Un pont vient vous brûler le chemin à plusieurs petits villages. OK, oui. C'est pas juste un pont puis une direction. Là. Non, c'est juste ce pont-là vient de brûler, raser, genre, tout un autre monde. Juste parce que vous avez eu trop d'ego. Vous avez mal calculé, tu sais, vraiment vos gains. Vous vouliez gagner maintenant, avoir un peu d'argent maintenant, tandis que à long terme, ce chèque-là aurait pu être x4, x5. Je connais pas une personne qui est rentrée dans mon cercle qui n'a pas fait d'argent. 100%. 100%. Un conseil que moi je pourrais donner, c'est arrêtez jamais de travailler sur vous, puis apprenez à donner de la valeur à ce que vous avez, parce que vous n'allez jamais donner la bonne valeur jusqu'à temps que vous le perdiez. That's it. Un dernier point que je voudrais adresser. Guys, je lance officiellement mon nouveau blueprint, c'est comment monétiser votre contenu quand vous êtes un créateur de contenu ou un artiste. Regardez, avec tout ce que je viens de dire, j'ai facilement 4 ans d'expérience comme créateur de contenu. Mais je trouve que c'est petit, mais juste les dernières 12 mois, je dois avoir généré plus de 130 000 $. Comment ça se fait que quelqu'un qui n'a même pas 10 000 followers sur sa page personnelle peut générer autant d'argent? C'est parce que j'ai bâti des relations. Fait que dans ce blueprint-là, j'ai écrit 9 étapes de comment moi, ça m'a permis de tout le temps closer le deal avec des nouveaux sponsors, puis comment prendre cet argent-là puis le convertir pour en faire plus. Donc, je vous partage énormément d'informations, mon parcours, mes conseils, autant de mes wins, mes fails, puis beaucoup de ce qu'on a dit ici dans ce podcast-là, vous allez le retrouver dans ce document avec des détails. Puis si vous suivez exactement chaque étape sans manquer une étape, vous allez voir que vous allez closer des deals comme créateur de contenu. Puis si vous closez des deals comme créateur de contenu, vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus. Dans mon cas, mon podcast dans mon sous-sol a donné naissance à Black Box. Aujourd'hui, Black Box est en train de tourner à peu près 15 podcasts en récurrence. Qu'est-ce qu'on fait chez Black Box? On génère plus de 10 millions de vues par mois. On a accès à 650 000 followers au total. Un engagement à peu près de 2,5 millions. Puis tout ça, pas parce que c'est moi, Ray Antonio, qui a sur ça. On a bâti une communauté. Puis à cause de cette communauté-là, le monde veut travailler avec nous. Puis dans ce document-là, c'est là que je vous explique comment bâtir une richesse avec votre contenu. Let's go, guys. Yellow Seed Podcast. Yellow Seed Podcast.